Bonjour à toutes et tous. Donc, voilà, donc je vais vous présenter un travail relatif aux contributions des résidus de culture aux émissions de N2O. Donc, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet européen, un résidu gaz, et qui a impliqué donc les équipes INRAE de l'UMR Phare à Reims, Ecosys à Thiers-Valgrignon, l'Université d'Aarhus du Danemark et l'Institut de recherche norvégien Norsoc. Donc les résidus de culture ont des atouts, évidemment, que tout le monde connaît, par rapport aux apports de carbone et d'azote au sol, favorables donc aux micro-organismes et à la faune du sol. Ils contribuent à la fertilité des sols en alimentant la matière organique favorable à la structure du sol et la rétention de nutriments et au maintien de la biodiversité du sol. Ils contribuent également au bilan des gaz à effet de serre, des systèmes de culture, donc de deux manières. D'une part, par des émissions de protoxyde d'azote issues de la gestion des résidus. Alors, ce protoxyde d'azote, même s'il est émis en petite quantité, il faut savoir quand même qu'il a un pouvoir de réchauffement global à 100 ans qui est de 265 fois celui du CO2. Et d'autre part, donc, ces résidus participent également au stockage de carbone du sol dans les sols. Actuellement, les émissions de N2O par les résidus de culture sont estimées à partir de la méthodologie de l'IPCC qui prend en compte à la fois les biomasses aériennes et les biomasses racinaires des résidus auxquelles on applique une teneur en azote. Et donc, on obtient ainsi le facteur de... Voilà, une quantité d'azote d'entrée de résidus du système, auquel on va ensuite appliquer un facteur d'émission, voilà, qui est ici présenté, donc, qui est de l'ordre de 0,5 à 0,6% de N2O par kilo d'azote ajouté par les résidus. Donc, l'objectif des travaux présentés ici, ça a été de mesurer les effets de la nature des résidus incorporés au sol sur les émissions du N2O. Et donc, dans le cadre du projet résidus gaz qui était assez large, je vais vous présenter uniquement 3 résultats de ce projet. Donc, le premier de ces résultats consistait à synthétiser des données caractérisant au champ la qualité chimique des résidus de culture pour constituer une base de données. En deuxième point, synthétiser les connaissances sur les émissions de N2O par le sol en présence de résidus de culture, et là toujours des travaux issus de travaux conduits au champ. Et enfin, en troisième point, révéler les effets de la composition chimique des résidus de culture sur les émissions de N2O lors de leur décomposition, et cette fois-ci par une expérimentation conduite au laboratoire en conditions contrôlées. Donc, premier point, la constitution d'une base de données européenne relative à la qualité chimique des résidus de culture. Donc, l'objectif était d'améliorer l'accessibilité des données relatives à ces résidus de culture, enfin, accessibilité pour les chercheurs, mais aussi pour le conseil agricole et pour les agriculteurs. Donc, la méthode, nous avons procédé donc par une analyse bibliographique de travaux européens qui intégrait des travaux publiés, mais également des rapports d'études et des thèses. Et les mots-clés qui ont été rentrés dans les moteurs de recherche tenaient compte donc de la teneur en azote, du carbone ou du rapport C sur N, ou les trois ensemble, mais également des mots-clés relatifs à la composition biochimique selon la méthode d'analyse Van Zeust, parce que c'est une méthode qui permet de connaître les fractions de la matière sèche récalcitrante chimique croissante, c'est-à-dire que dans cette méthode, on a à la fois une fraction soluble des résidus et une fraction non soluble, la fraction non soluble étant constituée de l'hémicellulose, de la cellulose et de la lignine. Donc les résultats, nous avons réussi à collecter à partir de 177 documents, 158 articles scientifiques pour constituer cette base de données qui couvre 17 pays européens. Elle regroupe 2300 occurrences, donc c'est 2300 lignes de données auxquelles sont associés chacun des auteurs producteurs des données collectées. La base de données est organisée en 5 catégories selon leur type d'utilisation agricole. Et donc on voit qu'il y a essentiellement 4 types d'utilisation qui occupent une majorité de l'espace. C'est les cultures principales pour 24%,
les cultures fourragères pour 20%, les engrais verts et les cover crops pour 30%, et les cultures énergétiques pour 21%. Les cultures légumières n'occupent que 5% de la base de données. Donc pour chacune de ces catégories, la base de données comprend deux types de fichiers. Des fichiers de données brutes où on a donc indiqué toutes les informations collectées dans les articles, avec en face, au terme de chaque ligne, la référence des auteurs. Et à partir de ces fichiers de données brutes, nous avons créé des fichiers de données agrégés qui comprennent donc des valeurs moyennes pour chacune des catégories des variables collectées. Donc l'architecture de cette base de données a été publiée dans la revue Data in Brief, et donc elle propose des exemples d'utilisation. Donc là, j'en ai repris un. Donc vous avez ici en abscisse pour les cultures principales, les grandes cultures, donc la betterave à sucre, je ne vais pas tout détailler, hein, mais la betterave à sucre, le tournesol, le colza, etc. Des valeurs de ratio C sur N. Et également des valeurs de concentration en pourcentage de la matière sèche. Donc cette base de données est d'accès libre dans la revue Data in Brief, et elle a également été publiée dans le Data in RAE, qui permet à chacun de télécharger tous ces fichiers gratuitement et de les utiliser en fonction des besoins qu'il a. Deuxième point, la méta-analyse réalisée pour connaître les émissions de N2O par les résidus de culture. Donc l'objectif, c'était de réaliser un état de l'art relatif aux émissions par le sol, au champ, après la récolte des cultures. La méthode d'analyse, c'est une méthode MetaForest, c'est une méthode qui a été publiée par Van Lissa en 2017. Elle a été retenue parce qu'elle permet d'identifier les prédicteurs les plus importants au sein d'une base de données. Là encore, nous sommes appuyés sur des travaux publiés et des rapports d'études. Les données brutes collectées, donc elle a été construite à partir de 78 articles scientifiques, elle couvre 19 pays, et nous avons pu constituer du coup 346 couples de données, c'est-à-dire chaque couple étant constitué de références avec et sans résidus. Et donc de cette base de données, nous avons dégagé 21 variables, et étudié ces 21 variables. Donc, vous avez l'azote des résidus, le type de résidu. Donc, le type de résidu, on voit qu'on a le type de résidu généré, de savoir s'il est issu d'une biomasse verte ou sénescente. Un index de maturité. Donc là, il y a un classement en fonction de l'état physiologique des cultures au moment de leur destruction qui a été réalisé. Donc, par exemple, les cultures immatures au moment de la destruction, c'est des couverts de cultures intermédiaires, c'est des cultures légumières, même à l'état de maturité, c'est des résidus verts qui reviennent au sol. En contrepartie, donc, des résidus matures, comme le blé, l'orge, etc., qui sont récoltés au terme de leur cycle physiologique. Donc ensuite, on a des critères relatifs à la qualité des résidus, comme j'ai déjà évoqué, selon la méthode Van Zust, des propriétés du sol et des conditions climatiques résultant des conditions dans lesquelles ces résidus de culture ont été acquis. La méta-analyse donc de ces 21 variables étudiées a permis de dégager 6 prédicteurs qui ont ressorti comme importants. Donc vous avez en abscisse le coefficient de corrélation et le seuil de 0,8 est fixé par la méthode de la méta-analyse. Et donc, on voit qu'on a deux indicateurs, deux variables qui ressortent comme très hautement significatives. C'est l'azote apporté par les quantités de résidus et le carbone soluble à l'eau. Les autres prédicteurs qui atteignent le seuil de 0,8 sont donc des prédicteurs qui sont relatifs à la composition chimique des résidus, selon la méthode Van Zust. Donc, on retrouve la fraction soluble, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Donc, de cette analyse, pareil, on a essayé d'explorer, en fonction de chaque espèce végétale, etc., quelles étaient les variables qui pouvaient se dégager le plus de cette base de données. Et il ressort que, après caractérisation, donc c'est bien les caractères de maturité et d'immaturité qui expliquent plus de 72% de la variabilité de l'échantillon analysé.
avec donc pour les résidus matures des valeurs assez hautes en hémicellulose, des ratios de C sur N, de lignine, et pour les résidus immatures, donc des fractions solubles et des quantités d'azote restituées importantes. Et ce qui se vérifie d'ailleurs ici sur ce deuxième schéma, où on a étudié donc le pourcentage de variation des émissions directes associés aux résidus de culture par rapport à des sols témoins sans résidus, et on voit que les résidus immatures sont hautement significatifs sur les émissions de N2O. Troisième point maintenant, la qualité des résidus et les émissions de N2O, donc étudiées en conditions contrôlées pour comprendre un peu la libération du N2O en cours de dégradation. Donc c'est une expérimentation qui a été conduite sur 60 jours au laboratoire, qui comprend donc 9 résidus, qui a croisé 2 sols sur lesquels on a fait des mesures de N2O à l'infrarouge et des mesures de CO2. Voilà. Oui, c'est bon. Donc la nature des 9 résidus qui a été étudiée. Donc ici, donc, on a étudié des feuilles sénescentes de miscanthus, des pailles de blé, de colza, de pois, des collets de luzerne, des fanes de pommes de terre, un foin de trèfle violet, une culture intermédiaire de moutarde et des résidus verts de betterave, c'est-à-dire ce sont les parties des collets, feuilles vertes et sénescentes. Donc on voit que l'on a un ratio C sur N en noir qui est fortement, qui est élevé, donc des valeurs supérieures à 30 pour tout ce qui est résidus matures au moment de la destruction, et qu'on a des C sur N qui sont inférieurs à 20 pour des résidus immatures au moment de leur destruction. De même, donc cette classification se vérifie également sur la composition biochimique des résidus. Et donc, notamment, on voit que la fraction soluble ici, qui est en bleu, pour les résidus matures, est inférieure à 25%, tandis qu'on dépasse allègrement cette teneur-là pour les résidus immatures au moment de la destruction. Et donc, on voit que ça va avec un indice décroissant de biodégradabilité. Et pareil pour les résidus matures, on a une forte récalcitrance qui décroît avec les résidus immatures. Donc, il en résulte de ça ce graphique où on a croisé la teneur de la fraction soluble des résidus, donc émise en pourcentage de matière sèche, cumulée sur 60 jours d'expérimentation, avec les émissions nettes de N2O exprimées donc en kilos de N2O par hectare. Donc on voit qu'en bas de courbe, donc on a une relation exponentielle avec le niveau de la fraction soluble, qui s'accroît avec le niveau de la fraction soluble. On a des résidus matures qui sont dans le bas de la courbe, dont la valeur moyenne de ces résidus est inférieure à 0,2 kg de NN2O par hectare, et des résidus immatures, où là, on a des valeurs comprises entre 2 et 5 kg de NN2O par hectare, qui sont donc émises. Donc, ces valeurs de NN2O, quand on les traduit et qu'on les convertit selon la masse molaire, correspondent à des valeurs de 8 à 15 kg de N2O par hectare, et donc qui est équivalent en CO2 à l'émission de 2 à 4 tonnes de CO2 par hectare. Et dans le même temps, le carbone qui a été minéralisé était de 1 kg de CCO2, soit l'équivalent de 3,7 kg par hectare. Donc ce travail nous a permis de recalculer des facteurs d'émission du N2O des résidus de culture en pourcentage de l'azote apporté. Et donc on voit, donc je vous ai remis ici le 0,5% de l'IPCC actuellement retenu. Donc on voit que beaucoup de résidus sont inférieurs à cette référence, notamment tout ce qui est paille de blé, de pois, etc., donc de miscanthus. Et on voit qu'on a également un pool de résidus immatures qui sont en revanche très élevés. Donc, logiquement, il faudrait normalement pouvoir faire réviser ces seuils ces facteurs d'émission par l'IPCC. Donc, en conclusion, on voit que certains résidus occasionnent des situations émettrices de N2O qui peuvent avoir des conséquences quand même sur l'environnement qui sont potentiellement importantes.
même s'il s'agit d'épisodes d'émissions ponctuelles, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces émissions se produisent dans les 10 à 15 jours après la restitution de ces résidus au sol. Il faut cependant évaluer ces conséquences au regard d'autres atouts qu'il procure ces cultures en matière de stockage de carbone, de stimulation de la vie microbienne du sol, de rétention de nitrates et de limitation de l'érosion par la couverture du sol. Et donc, comme je le disais en fin d'exposé, une révision du facteur d'émission des résidus de culture par l'IPCC devrait permettre de tenir compte de leur nature chimique, notamment les aspects matures et immatures qui classent suffisamment précisément la nature des émissions qui risquent de se produire ensuite. Je vous remercie de votre attention.